Le dossier de la semaine, le dossier de la semaine. Cette semaine, le dossier, c'est une tuerie. Ça parle de fabriquer vous-même les objets de votre vie quotidienne. Ça ambitionne de renverser le monde tel que nous le connaissons. Ça dessine une mutation que certains comparent déjà à la première révolution industrielle. Êtes-vous prêts pour le changement? C'est maintenant. Mitch Altman a fait fortune en créant une télécommande universelle, la TV Big On, dotée d'un seul bouton, le off, afin de pouvoir éteindre d'un clic n'importe quelle télévision. Depuis, il fait le tour du monde pour expliquer aux gens le plaisir que l'on peut avoir à bidouiller, hacker et créer toutes sortes d'objets électroniques. Et des objets bidouillés, il y en a plein. Une plante qui tweete lorsqu'elle a soif, une citrouille pour jouer à Tetris, une machine à écrire comme clavier USB. On peut même fabriquer avec des imprimantes 3D, des disques vinyles, un Stradivarius et même l'Aston Martin du dernier James Bond. Pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut remonter à la fin des années 50. Le club des amateurs de petits trains du célèbre Massachusetts Institute of Technology, MIT, avait installé un énorme circuit de trains dans un ancien laboratoire utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale pour développer les premiers radars, l'ancêtre du GPS, et travailler sur l'énergie nucléaire. Et pour contrôler cet énorme circuit de train, ils avaient bidouillé un ordinateur et un central téléphonique. Et c'est précisément dans ce club d'amateurs de petits trains qu'est née la culture des hackers. Depuis, les étudiants du MIT cultivent précieusement cette culture du hack, en rhabillant le dôme de l'université façon R2D2 ou en faisant d'un immeuble un Tetris géant, entre autres. Au début des années 2000, le MIT crée même un Fabrication Laboratory, Fab Lab, afin de proposer à ses étudiants un cours intitulé « How to make almost anything », comment fabriquer presque n'importe quoi. Au même moment, un fermier norvégien, Ekon Carlson Jr., qui vit dans un petit village à 1h30 d'avion du pôle Nord, installait des téléphones mobiles sur ses moutons pour pouvoir les géolocaliser. Dans la foulée, il créait un petit drone équipé d'une caméra infrarouge pour retrouver ses moutons perdus dans la nuit. Le MIT a trouvé l'idée pas con et décidé d'installer un Fab Lab dans ce petit village reculé. Plusieurs milliers de personnes s'y rendent chaque année afin d'apprendre à utiliser des fonceuses numériques, des coupes laser et autres imprimantes 3D. Aujourd'hui, on dénombre près de 200 Fab Labs dans le monde, dont un à Jalalabad en Afghanistan, un autre à Yogyakarta sur l'île de Java et 27 en France. Moins institutionnel, on dénombre également plus d'1 millier de hackerspace dans le monde, dont une quarantaine en France. L'objectif est le même, permettre aux gens d'apprendre à fabriquer et bidouiller toutes sortes d'objets électroniques, communicants ou pas. Sur le net, on trouve aussi des communautés de gens passionnés qui mettent en commun leurs compétences et savoir-faire. Leur objectif n'est pas tant de vendre que de partager. Et ça change tout. On peut désormais fabriquer des objets non plus à la chaîne, mais à l'unité, et de plus en plus de gens vont pouvoir imprimer des objets en 3D chez eux, au Fab Lab ou dans le hackerspace du coin. Signe des temps, Chris Anderson, le célèbre rédacteur en chef du magazine Wired, vient d'ailleurs de démissionner pour prendre la tête d'une boutique en ligne de composants électroniques. Pour lui, il s'agirait d'une nouvelle révolution industrielle. Cette année, le 20-20h va sur le terrain, in real life, de l'investigation du brutal du qui sent la sueur de Mexicain. En route pour Gennevilliers, où Laurent Ricard dirige un Fac Lab. C'est un Fab Lab de fac. Dans la vie vraie, dans la vie vraie. Nous sommes ici donc dans la bonne ville de Gennevilliers. Il y a le Fac Lab, donc, qui est un Fab Lab où on accueille tout à chacun de manière libre et gratuite pour venir fabriquer, passer de l'idée à l'objet comme on l'entend. Et pour ce faire, on met à disposition les outils dont on a besoin. On a les machines à coudre, on a des machines ici qui sont des coupeuses, par exemple à chantourner pour travailler le bois, parce qu'on ne fait pas que de l'électronique et des trucs high-tech. On va avoir des scies circulaires, une défonceuse pour pouvoir faire des découpes dans le bois en profondeur. On revient un peu vers quelque chose, un savoir de la main et ce genre de choses, et une compréhension du monde qui nous entoure. Comment est-ce qu'aujourd'hui, avec l'avancée de la technologie, de la fabrication des outils qui sont à ma disposition, je suis capable de faire aussi bien, sinon mieux que mon grand-père dans le temps, et fabriquer mes outils. Et puis, on peut proposer des choses un petit peu plus sexy qui attirent les gens. Par exemple, une imprimante 3D. L'engrenage dans ma imprimante, elle s'est cassée. Eh bien, avec une imprimante comme ça, je refabrique la petite pièce, je la remplace et ça marche. On peut se réapproprier notre environnement. On peut arrêter d'être dépendant de groupes de distribution. L'objet jetable, c'est bien, on aime avoir des choses qui durent, qui ont une âme. Quelque chose qu'on a fabriqué soi-même, c'est quand même quelque chose qui a une âme un petit peu plus sympathique. C'est une découpeuse laser. Le laser va découper dans un matériau. Alors, il va découper dans du plexiglas, transparent ou pas. Il va découper dans du contreplaqué, dans du carton. On a même mis du fromage, gravé dans du jambon, dans tout ce qui est organique. C'est justement la capacité de produire localement, avec la capacité, je dirais, mondiale et l'intelligence du web derrière. Donc l'intelligence de cette chose-là va permettre à des fabricants, à des petits, des PME, peut-être aussi des particuliers qui auront envie, en fait, d'avoir à portée de main le savoir mondial tout en pouvant le faire localement. Cette machine-là a été faite en open source, en open hardware, c'est-à-dire
les plans, la manière de le faire, le logiciel est gratuit et disponible à tout le monde. Il y a des Hollandais qui, eux, étaient dans un Fab Lab qui n'avait pas une thune. Ben, ils ont pris les plans, puis qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait cette machine-là. Ce qu'ils ont fait, c'est l'open source. Donc, hop, c'est terminé dans le pot commun. Et d'ailleurs, les gens de la première imprimante, ben, ils ne sont pas privés, ils ont pris les idées et ils ont mélangé. Et tout le monde en profite, vous, moi, tout le monde. La bonne échelle humaine pour les Fab Labs, ça va être à l'échelle des quartiers. Et on va avoir une communauté d'1 millier de personnes à peu près qui va s'agréger autour d'un lieu. Du coup, les gens vont pouvoir mutualiser les connaissances et les compétences et tout ça. Un gamin de 10-12 ans comme Ilyes qui est ici régulièrement, il apprend qu'est-ce que c'est que l'électricité, qu'est-ce qu'un moteur, qu'est-ce qu'un capteur, comment je fabrique un robot. Un gamin de 12 ans. Ce qui est important, c'est pas nécessairement un lieu, c'est pas nécessairement les outils qui sont présents chez nous. En fait, ce sont les gens qui viennent et ce sont les idées qui s'échangent. C'est des relations humaines en fait. C'est de la RH.